Ça, c'est l'île volcan fumant, le Sakurajima. Ces incessantes volutes de fumée faisant penser au pelage printanier d'un cerisier lui ont attaché cet étrange sobriquet. Alors quel meilleur endroit que les vieilles lignes locales de la baie de Kagoshima pour traîner ses crocs à l'ombre des sakuras. Me voici revenu à l'école de la forêt, une école alternative perchée dans la montagne, loin de la ville et perdue au milieu des bois. Ici on arrive tôt, très tôt le matin, 7h, et on enchaîne lecture, écriture, anglais, balade dans les bois surtout, et sans oublier l'heure du thé, beaucoup d'heures du thé, pas mal de récré aussi, et du bricolage. Et on écoute et on profite des bruits de la forêt étalés passivement là sur le plancher. Mais à une certaine heure, assez tôt d'ailleurs, aux alentours de 10h, l'essentiel se déroule dans une petite pièce en bois tout au fond. Au moment où tout le monde commence à sentir la faim arriver, petit à petit, la brigade des enfants des bois s'affaire dans cette petite pièce appelée Mizuya. Un terme japonais très ancien pour désigner cette vieille cuisine ancestrale, je dirais, rustique. Bon, ce jour-là, c'était original, du poulet, du cheddar, j'ai l'impression, et du shiso. Ok, bon, heureusement que c'est pas eux qui font à manger tous les jours. Ensuite, le silence s'installe. Je me prépare pour la suite de la journée. Pour les enfants, c'est fini, mais pour moi, ça continue. Je pars explorer. Et ce jour-ci, passe le fameux bibliobus qui passe régulièrement. C'est un bus bibliothèque. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Donc tout ça là, c'est le sud de Kyushu, et ici vous avez Kagoshima. Vers le sud, il y a la ligne Makurazaki qui part vers Ibusuki et la gare la plus au sud du Japon où je suis allé à l'épisode précédent. Et là je suis remonté vers le nord, la ligne Nippo continue vers le haut direction Kirishima, et si on s'arrête à une de ces petites gares ici et qu'on remonte dans les terres, on arrive là où je suis. Ici c'est le village Kamo et l'école se trouve loin en hauteur sur cette montagne. Et juste à côté, voici la maison, c'est ici que je dors, c'est à 5 minutes de l'école donc. Oui, c'est aussi perdu au milieu des bois. Et il n'y a rien, à part la lumière du soleil qui nous réveille le matin et le bruit des oiseaux et des insectes. Chaque moment de la journée se distingue par la variété des sons émis par la faune. C'est dingue. Il y a les oiseaux du matin, les oiseaux du soir, les grenouilles le soir. Autour de nous, il y a 2-3 fermes et 2-3 autres complètement abandonnées. Chose normale dans ce genre d'endroit. Des cerisiers, ça on va en voir. Et on est vraiment tout en hauteur, isolé. Le téléphone ne capte pas ici. Ce jour-ci, on part très tôt. Les enfants doivent aller répéter une pièce de théâtre au village de Kamo. Bon, j'ai promis que j'allais les aider avec leurs chansons là. Et d'ailleurs, je les ai déjà aidés à construire leur décor. Le gros arbre là, oui, pas mal, découpé, assemblé à la main. Ce gros arbre pour lequel les enfants préparent une pièce de théâtre, c'est le Hokusu, un énorme camphrier. Il est connu pour être l'arbre le plus gros du Japon. Et ouais, alors, pas le plus vieux, pas le plus grand, le plus gros, voilà. C'est l'arbre Mojo ce truc, vraiment. Et là, il est bientôt 10h, la musique de 10h va retentir et on va aller rendre visite au vénérable arbre Mojo. Nous voici devant l'allée qui nous mène au vénérable camphrier. Les cerisiers sont au rendez-vous, ça c'est plutôt agréable et bon, on est en pleine campagne, mais il y a quand même des filles qui font des TikTok de cerisiers. Et au détour d'une maison, voici le Hokusu de Kamo, le véritable et vénérable Real Life arbre Mojo. À la construction du temple au XIIe siècle, quand le seigneur Shinsei Gamo s'est installé,
ont lui conféré des vertus thérapeutiques. Il fait 30 mètres de haut et 34 mètres de circonférence. Énorme. Pas mal, hein. Et il aurait même mystérieusement sauvé une jeune fille des griffes d'un serpent maléfique. Ouais. Bon, mais la journée n'est pas finie, hein. Et d'ailleurs, est-ce que vous voulez voir une routine de vie à la campagne japonaise que vous avez jamais vue ailleurs? Aujourd'hui, je dois aller polir du riz. Ouais. Retour en haut de la montagne, à la maison. On est venu chercher ça, un gros sac de riz. Et regardez donc, il est encore enveloppé de son. Le son, c'est la pellicule qui protège le grain de riz. Bon bah, j'embarque le sac et on est parti. On retourne vers la civilisation, on profite en même temps d'un petit rayon de soleil. Alors oui, donc vous vous étiez peut-être déjà demandé ce que c'était que ces petites cabanes au bord de la route au Japon. Moi oui, enfin il y a longtemps, avant que je découvre ce que c'était. On appelle ça un seimaijo. C'est une machine qui va polir le riz et enlever la pellicule de son qu'il y a autour. Mais justement, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir choisir le degré de polissage. De Musenmai, c'est le polissage le plus vénère, c'est ce qui donne le riz blanc comme on le trouve dans le commerce. Bah, c'est le moins bon en fait, hein. Plus c'est poli, moins c'est bon. Jusqu'à Ichibu, c'est le premier, c'est le moins de polissage possible. C'est là où le riz est le plus complet, où il reste le plus de son dessus. On met l'argent et on choisit Momi. Momi, c'est le riz qu'on a déjà. C'est comme ça qu'on appelle le riz avec la pellicule de son encore en entier dessus. Et nous, on choisit un polissage intermédiaire. On verse le riz à gauche là-dedans et petit à petit, il est traité. Et on le récupère à droite. Et donc voilà, avec le polissage qu'on a choisi, donc intermédiaire, le riz reste encore un peu marron. On a un bon riz complet, quoi. Et une fois que c'est fini, on embarque, on rentre. Là, on a peut-être un mois de riz, hein. Et pour boucler la journée, je vais me balader au village sous les cerisiers. Alors je pourrais pas participer au hanami avec les gens de l'école. Le hanami, c'est le moment où on pique-nique sous les fleurs quand elles viennent d'ouvrir complètement. Et je pars juste un jour avant ce jour-là. Le village de Kamo est très tranquille, mais vivant hein, quand même. Il y a autant quelques maisons abandonnées, hein, mais aussi d'anciennes demeures de samouraïs avec des gros portails super imposants et des gens qui vivent bien dedans. Hein. Il y en a d'autres qui abritent des petits cafés cosy et distingués. Vendent-ils du matcha de marque blanche acheté sur Instagram? Je me pose la question. Bon, quelques échoppes colorées sont bien évidemment abandonnées, mais beaucoup d'autres hein, qui tournent bien encore. Et sur la route, je m'arrête au passage à ce petit Mujin Hanbai. Petit magasin libre-service sur le bord de la route. Il y a des légumes ou qui viennent des champs autour, ou parfois ils sont achetés en gros et revendus ici. Une simple caisse de bois pour payer. Ici, pareil, là-dedans, là. Et regardez, dans cet autre là, on vend des bûches imprégnées de spores de champignons shiitake pour les faire pousser soi-même dans la forêt. Énorme. Pas mal, hein. Et je prends des satsumaimo pour faire des tempura. Sur le chemin, la musique de 17h me force à presser le pas. Je traverse le village vite jusqu'au pied de la montagne. Bon, maintenant on parle de choses sérieuses. Ouais, on va aller se promener dans la campagne profonde de la ligne locale Hisatsu. C'est une ligne de train qui m'est très chère, mais je vous en parlerai plus tard. Là, on va aller visiter une vieille gare de 121 ans, et puis on va aller crapahuter autour. Hein. C'est parti. Voilà, je vous montre, on va prendre la ligne Nippo jusqu'à Hayato, ici. Et de là prendre la ligne Hisatsu direction le nord et la montagne campagne Cowboy Samouraï. Ouais, donc en route pour la gare de Chosa. J'adore cette gare, je vous en ai déjà parlé, tellement elle est normale qu'elle sert à des gens normaux dans un endroit normal, de banlieue normale. Et que mes trains bleus et blancs ils circulent encore, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Bon, par contre, il y a un gros inconvénient à Kagoshima. Hein. Je vous ai déjà parlé du volcan. Ouais, le Sakurajima. Ce Sakurajima, il a la particularité d'être constamment un peu en éruption. Il y a toujours de la fumée et il crache toujours plein de cendres. Alors c'est un peu routinier là-bas. Les gens ramassent la cendre, la mettent dans des sacs. Tout le monde fait attention à son linge, à pas trop le sortir n'importe quand. Il faut toujours nettoyer sa voiture et la vie des trains dans la région sont méga crado quoi. C'est scandaleux. Hein. Mais bon, ils y peuvent rien, hein, mais pour moi...
Pas de belle prise de vue qui balance en train local. Je suis arrivé à Hayato et regardez ce tampon rustique avec ce beau cheval décoré. C'est un festival de cheval décoré qui se déroule ici, à Hayato. Alors vous pouvez aller voir sur internet si vous voulez, ça s'appelle le Hatsuuma Matsuri. Mais je vous préviens, ça frise un peu la maltraitance animale. Ouais, vous serez prévenu. Trigger warning. À partir d'ici, je ne peux plus utiliser de carte Suica pour aller au nord. Et c'est pas plus mal car j'aime collectionner les tickets et à force d'utiliser trop la carte Suica, j'en garde de moins en moins. Ça c'est pas cool. Et on va partir à bord de notre bon vieux Kiha 40, le dieselcar légendaire. Apparu en 1977, ce sont des vestiges des vieilles années JNR, les chemins de fer nationaux. On en trouve encore disséminés dans tout le pays et les compagnies continuent de les utiliser autant pour leur robustesse et les économies qu'ils permettent de faire, que pour la fibre nostalgique qu'ils alimentent et le réconfort qu'ils procurent aux passagers. C'est pas la première fois que je vous montre ça, mais ces trains finiront plus tôt qu'on ne le pense dans un musée un jour. Et pour moi, ce sont mes premiers souvenirs de train local au Japon. Donc ces canapés et papy bibliothèque marron, serviettes d'écolier affectent à leur façon aussi ma fibre nostalgique. On est parti ? Nous voici à Karegawa. Les fleurs de cerisier ne sont pas encore complètement ouvertes ici. La gare a été construite en 1903 et elle ne semble pas avoir bougé d'une écharde. C'était un endroit extrêmement fréquenté pour les sources chaudes de Myoken et aussi car c'était un point de chargement important pour les récoltes de la région. La gare est sans personnel depuis 1984. C'est donc un chaleureux lieu de pèlerinage pour tous les voyageurs en train qui passent dans la région de Kagoshima. Un responsable s'occupe d'entretenir la station, mais son travail consiste aussi à entretenir la mémoire des lieux. Ici, le vieux matériel des anciens personnels de gare. Et en ce moment, c'est le festival Hinamatsuri, le festival dédié aux petites filles. Pour l'occasion, on construit des étages où sont exposées des poupées représentant l'empereur et sa cour. Juste à droite se trouve une petite expo de photos dédiées aux trains de la région. Tiens d'ailleurs là-bas, caché le Ibutama, qu'on a déjà pris ensemble. Pas mal. Il y a des scènes de Hanami, ici, là, à côté de la gare. D'ailleurs, plein de gens viendront ici dans quelques jours pique-niquer sous les cerisiers et regarder et prendre en photo les trains qui avancent sur le quai le long des cerisiers. Il y en a même déjà qui sont là, bien cachés. Il est bien caché, là. En attendant, moi je vais collecter mes reliques habituelles. Voici les tampons très anciens de la gare de Karegawa. Rustique, très rustique, et voici l'habituel carnet des gares sans personnel, où tout le monde écrit un petit mot. Et d'ailleurs, j'ai juste laissé une petite trace de mon passage, pas plus. Et mis à part ces fauteuils rustiques à moquette moelleuse écossaise, il y a la niche du chat chef de gare Sanchan, qui d'ailleurs remplace depuis 2 ans maintenant l'ancien chat chef de gare, Nyantaro, qui nous a quittés. Mais visiblement, Sanchan est en pause. Dommage. J'ai passé du temps ici, c'était reposant, mais j'ai envie d'aller explorer les alentours. Dans ce genre d'endroit, c'est quitte ou double, je vais tomber ou sur de belles surprises ou sur rien du tout, quoi. Bon là je suis à la gare de Karegawa et il y a des cerisiers partout, c'est trop bien, je m'y attendais pas. Du coup j'ai eu le combo vieille gare sans personnel en bois, vieux train local et cerisiers en fleurs. Donc c'est super et en plus j'avais quasiment personne, quoi. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Et il y a des cerisiers partout, c'est trop beau. Mais alors du coup il y a une toute petite station
sur le chemin du retour que j'ai envie d'y aller. Elle est paumée dans la campagne et j'ai envie de la voir. Mais du coup, plutôt que d'attendre le prochain train pour re-attendre 2 heures là-bas, c'est pas la peine. Du coup, je vais marcher jusqu'à la prochaine station et comme ça, je vais pouvoir me perdre dans la campagne. Et ça va être trop cool. Je suis donc parti vers la montagne campagne vers l'inconnu, en espérant croiser sur la route jusqu'à la prochaine gare 2-3 détails inattendus. Comme par exemple ce petit lopin de forêt où un fermier a entreposé des bûches pour faire pousser des shiitakes. Je vais traverser un petit village où la vie a l'air de prendre son temps à l'ombre des cerisiers. Même les maisons abandonnées donnent envie de se poser. Et sur la route, vers la gare qui me semble être bien cachée, je tombe sur l'entrée d'un minuscule sanctuaire. Voilà un sanctuaire qui a de la gueule, bon sang. Cette grosse clochette tient grâce à un câble électrique. C'est original. La suite se déroule par-delà ce petit torrent là. Pour finir, j'arrive sur la voie ferrée. Passage à niveau, entouré de maisons abandonnées. Ok, montagne, campagne abandonnée, ouais, mais... Ah, là-bas, on voit un quai, c'est bon. Ici, 2 maisons bien habitées, mais visiblement bien au repos, je dirais. Et ici, un quai. Ah, bingo, tiens. Voici donc la petite gare de Nakafukura. Son petit abri, petite cabane de bois bleu clair un peu passée, le lierre qui commence à grimper, ses sièges en plastoc, légendaires sièges en plastoc. Des 2 côtés partent un interminable quai qui mène vers on ne sait pas trop où. Et ces dessins d'enfants accrochés au mur. La balade a duré du temps, le train va pas tarder, mais c'est dommage, j'aime bien rester dans ce genre d'endroit. L'ambiance est unique, on s'assoit au bord d'un précipice. Cette petite gare est loin de tout. Vraiment. 5 personnes l'utilisent par jour maintenant, et un jour, plus personne ne viendra. Le train ne s'arrêtera pas, et plus tard encore, il ne passera même plus.